les micropolluants et substances indésirables dans les urines et aussi les sols. On va essayer de, à cette session, de faire un aperçu des recherches en cours sur la présence de ces substances indésirables. Je vais regarder dans le sol, les travaux sont menés dans le programme technique. Et puis, dans un premier temps, ce sera peut-être un peu technique. On va vous faire un aperçu des techniques analytiques que l'on utilise actuellement pour le suivi des substances indésirables. Je vais essayer de détecter éventuellement d'autres molécules que celles qui sont, pas historiquement, mais en tout cas qui sont suivies maintenant un petit peu de manière standard. Et puis ensuite, on vous montrera quelques résultats issus de travaux réalisés dans le programme de sur les vidéotransplantations de ces molécules dans diverses urines, et puis ensuite de revenir au cours de la répandage et dans les sols, des transformations des urines, en particulier dans le stockage. Et puis pour finir, alors ça peut marcher des gens qui peuvent passer par d'autres, et puis ensuite, vous aurez évidemment des emprunts qui vous mettent un peu plus en perspective les risques pour l'environnement et la santé, en comparant les résultats que l'on peut avoir sur les concentrations de micropolluants dans le foyer par rapport à d'autres matières, d'autres excréta. On va essayer d'essayer d'avoir une balance. C'est pas forcément facile, on n'aura pas forcément une réponse avec le temps. Là, on essaie d'avoir des éléments de comparaison entre les différents matières fertilisantes pour essayer d'estimer les risques. Là, pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Voilà, donc on va commencer par une présentation à 2 voix, donc avec Marjolaine Mioret sur les nouvelles techniques analytiques dans les analyses pour le suivi des micropolluants. Alors, monsieur, je vais parler des analyses ciblées, et puis ensuite, Julien vous parlera des analyses non ciblées. Comme Julien l'a dit, c'est un petit peu technique. Donc, ça ne perdra pas trop. Je pense que les chimistes ne sont pas perdus, et pour le reste de l'Assemblée, on essaiera. En fait, quand on parle d'analyse ciblée, notre objectif, là, c'est quand vous envoyez un échantillon à un laboratoire, l'objectif, c'est de déterminer des concentrations fiables de composés dans des échantillons avec des limites de quantification, c'est-à-dire des niveaux de concentration qu'on peut arriver à mesurer qui sont les plus faibles possibles. Et puis, une méthode ciblée, on n'entend pas tout le temps, on peut aussi parler d'analyse multirésidu parce qu'on cherche un grand nombre de composés en même temps. Et à la fin, pour procéder à ça, en fait, il y a des étapes que je ne vais pas trop détailler ici. Mais on doit d'abord sélectionner les composés qu'on va rechercher. Donc, je pense qu'il y a la bibliographie. Ce n'est pas seulement lire des articles scientifiques, hein, ça peut être lire des textes réglementaires, aller chercher des listes de substances interdites. Ensuite, il faut obtenir des étalons, c'est-à-dire que le composé qu'on va rechercher, il va falloir qu'on l'achète de manière qui soit très pure. Ça s'appelle un étalon. Et en plus, on achète ces composés-là avec un marquage qui permet ensuite d'avoir un système interne, donc ça a un coût qui est assez élevé. C'est pour ça qu'on nous a envoyé des analyses. Si vous faites faire des analyses à des labos, le coût analytique, il y a ça qui est pris en compte. Et puis, on met en place des méthodes d'extraction et de purification des échantillons pour ensuite arriver à l'analyse et à la quantification en utilisant, par exemple, ce type de machine qu'on a au laboratoire. C'est beaucoup la chromatographie liquide, plus à la spectrométrie. Rapidement, sur les méthodes d'extraction et de purification, on doit adapter ces méthodes aux composés qu'on recherche. Donc, en amont, on est obligé de faire des mises au point, et puis au type d'échantillon. Et l'objectif, c'est d'extraire un maximum de composés et d'éliminer les interférents qui vont perturber l'analyse. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails des figures qui sont présentées là, mais juste pour vous montrer un petit schéma selon les unités qu'on a analysées au laboratoire et les composés qu'on va rechercher.
il va falloir acidifier ou pas, faire des dilutions ou pas, ensuite séparer les échantillons pour faire 2 analyses à la fin. Donc voilà, ça fait pas mal de chemin selon le type d'échantillon quand on a du sol. Là, on va extraire ultrasons et puis faire des méthodes de purification. Donc tout ça, c'est du travail en amont, puis ensuite faire des analyses. Et assez rapidement, sur ces mots un peu peut-être un peu barbares, donc la chromatographie liquide, la spectrométrie, le paramètre de respirer en ligne, je vous parlais rapidement des évolutions. En fait, cette chromatographie liquide, son objectif, c'est de séparer des composés en solution selon les caractéristiques chimiques. Sans utiliser les colonnes chromatographiques, et juste parce que je pense que juste pour vous présenter, c'est cet élément mécanique dans lequel on va séparer les composés, qui est garni à l'intérieur d'un petit billet qui va permettre de séparer les composés. On va faire rentrer le mélange en amont de la colonne, et puis selon les caractéristiques de la séparation. Et puis en sortie, on va les détecter et on aura des pics chromatographiques. Donc voilà, le composé arrive en sortie, plus il y en a, plus le pic monte. Et donc tout ça, c'est en fonction de la fonction du temps, de l'intensité en fonction du temps. Et il y a eu des évolutions au début des années 2000. Autrefois, on parlait d'HPLC et on est basculé sur des systèmes qui sont plus high performance, mais ultra high performance, et qui permettent des analyses plus rapides. Voilà, vous avez des colonnes, quand on analyse un composé, il était ici, maintenant, il sort beaucoup plus tôt. Et puis, plus sensible, on a des pics qui sont beaucoup plus fins et des composés qui sont mieux séparés. Alors, ça, c'est des petits schémas qui sont donnés par les fournisseurs. Ça vous montre le chromato des analyses, enfin, le chromatogramme, c'est l'ensemble des pics pour pouvoir sortir. Donc là, c'est un mélange des étalons de la présentation que je peux faire après, en fait. Donc, la grâce. On fait donc la spectrométrie de masse, le couplage, là, c'est des appareils qui sont assez numéreux, dans les 400 à 5 000 euros. Donc, c'est aussi ce qui explique le coût élevé de l'analyse, parce qu'il faut les entretenir, il faut les entretenir les maintenir. Et donc, en fait, on va continuer à séparer cette oxydation selon la molécule de charge. Et en fait, les évolutions qu'il y a eu, ça a été beaucoup pour diminuer la taille des équipements, réduire la taille des pièces, et maintenant on les met sur des palettes. Il y a une tendance à nouveau à faire regrossir les équipements pour avoir les meilleures performances. On a augmenté la rapidité d'acquisition. Il y a du travail sur l'électronique pour acquérir beaucoup plus vite, pour mettre des composés d'équipe plus fins, et qu'on peut analyser beaucoup de choses au niveau de la rapidité d'acquisition. Et puis aussi, voilà, toutes des évolutions pour mieux produire et séparer les éléments. Et puis, pour des analyses ciblées, c'est pas du tout ce qu'utilise Julien, ce que je vais vous présenter après. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle la spectromasse tandem. Je ne vais pas aller loin dedans, mais c'est pour vous dire que là, on a un mélange d'entrée du spectromasse. Là, c'est une schématisation de plusieurs molécules. Et puis, on va laisser passer que une molécule qui est représentée par sa masse. Son rapport masse-charge, on va dire sa masse. Puis ensuite, on va la fragmenter et on va laisser passer qu'un fragment. Donc, ça permet d'être assez sûr de décomposer. À la fin, on est assez sûr de composer qu'on voit. Et puis, un petit focus sur une partie plutôt amont, une partie de préparation d'échantillons qui est largement utilisée dans les laboratoires, qui est la SPE pour Solid Phase Extraction, la préparation sur phase solide. Et en fait, on utilisait, en final, Julien va expliquer les infos, mais on va en parler aussi. On utilise des cartouches qui sont comme ça, sur lesquelles on va faire passer l'échantillon, et puis on va faire en sorte que les molécules qui nous intéressent soient retenues, et que les molécules qui nous intéressent passent au travers, et ensuite on change de solvant, et on va récupérer les composés qui sont restés sur les cartouches. C'est que c'est jetable, donc c'est une cartouche en échantillon, et que le temps d'opérateur est long,
Et nous, au laboratoire, on a pris le choix d'utiliser un montage en ligne. Donc, il y a une petite vingtaine d'années, c'était plutôt du homemade, et maintenant, c'est le fournisseur qui nous propose les appareils. En fait, on va utiliser toute la partie injecteur pompe de la tomato pour charger cette cartouche et pour ensuite envoyer vers la fameuse colonne métallique que nous avons fait tout à l'heure. C'est une cartouche comme ça qui n'est pas jetable. On peut passer des centaines et des milliers d'échantillons. On a une bonne répétabilité parce que c'est automatisé. Et puis, on gagne en sensibilité, on abaisse les limites de quantification parce qu'on peut acheter 1 millilitre par 1000 microlitres, alors que classiquement, on achète 10 millilitres. Voilà, on consomme très peu. Donc, je crois que c'est la parole. Je suis bien pour la suite. Donc, ce que Marguerite vient de montrer, c'est l'analyse ciblée, encore une fois, où on analyse un certain nombre de molécules, en général de la même famille. Et puis, il y a une tendance depuis une dizaine d'années, c'est d'analyser de plus en plus de ces molécules en même temps. Et on a même déjà montré des chromatographes avec beaucoup de molécules, sur certaines molécules, mais il y a même certaines marques, je veux dire, d'exemple, où on peut même analyser jusqu'à 600 molécules de pesticides en même temps. Et donc, ça fait beaucoup s'inspirer, parce que ça permet d'essayer de relier la présence de ces molécules. Alors, c'est fait aussi, si on connaît la toxicité, par exemple, de ces molécules. Mais c'est quand même très complexe à mettre en place. On fait toutes les méthodes de préparation, mais il faut optimiser ces méthodes de préparation pour pouvoir bien détecter ces 600 molécules. C'est très long, c'est complexe, et puis en plus, il faut pouvoir acquérir tous les standards analytiques, il faut les acheter, et ça coûte parfois très cher. En plus, il faut renouveler les stocks, il faut les racheter régulièrement pour pouvoir recalibrer les machines. Ça cher. Gros avantage, c'est que ça permet de quantifier très précisément ces molécules et puis d'atteindre des niveaux de concentration qui sont très faibles. On verra ça dans le résultat, si les concentrations sont parfois de nanogrammes par litre. Ça parle de monde, en fait, on a parfois l'image de. C'est même pas un sucre dans une piscine olympique, c'est du sucrète. C'est un petit morceau dans une piscine olympique. On a des effets ça. Moi, ce sur quoi je travaille en recherche, c'est l'analyse haute résolution. Je vais vous montrer ça. C'est un type de détection où on ne va pas essayer de cibler les molécules comme ici, une par une, et je vais le faire précisément. On va essayer de détecter le maximum de signaux qui sont détectables par spectrométrie de masse. Et on appelle ça spectrométrie de masse haute résolution parce que le détecteur a une très grande résolution. Par contre, le gros désavantage des méthodes que je vais vous montrer, c'est que c'est non sélectif, ça détecte tout ce qu'on veut, et c'est pas optimisé par la famille ou par un molécule spécifique. Ce qui fait qu'on atteint des niveaux qui sont moins bas, on n'arrive pas à descendre vers le. Et puis, le gros désavantage aussi, c'est qu'on ne va pas quantifier précisément la concentration des molécules. On va juste pouvoir dire si elles sont présentes ou non. Donc, la spectrométrie de masse haute résolution, c'est haute résolution parce qu'on détecte une masse et qui a une grande résolution, qui a plein de chiffres après la virgule. 5 chiffres après la virgule, c'est ça la haute résolution, et c'est ça qui nous permet de savoir exactement à quoi correspond cette masse et donc à quelle molécule on a accès. Alors, en premier lieu, on va avoir surtout la formule brute, vous voyez, c'est X, H, Y, O, Z, etc. C'est les atomes, les éléments, ces molécules qu'on arrive à obtenir à partir de la masse célulaire. Et puis, si on a un peu de chance, on va pouvoir aussi détecter les fragments. Ça, c'est le deuxième type de spectre qu'on peut obtenir. À partir de la même molécule, on va casser la molécule pour essayer d'avoir ces fragments, aller jusqu'à identifier précisément toute sa structure moléculaire. Donc, ça, une formule qui est tout en bas de gauche, une molécule particulière, qui a été analysée grâce à son spectrométrie. Donc, ça, c'est une spectrométrie de masse de réduction qui permet de faire ça. Le problème, c'est que quand on a fait une de ces analyses, on a des milliers de pics. On se retrouve avec des empreintes de ce type-là. Donc, ça, c'est un exemple
dans plein de contenus pour des échantillons d'urine et d'orin, comme ils disent plutôt en Suisse, dans ce projet d'urine avec Marjolaine sur les sols, aussi. Donc le problème, c'est comment interpréter ces données, comment aller essayer d'identifier les molécules qui sont derrière tout ce qui. On aura quelques exemples d'identification. Donc les méthodes, très rapidement, c'est globalement très proche de ce que Marjolaine a montré pour les données ciblées. On va remplir un échantillon d'environ 1 litre, moins si c'est très concentré. L'orin, comme c'est très concentré dans le dilume, de le filtrer de l'analyse. Et puis on a utilisé les mêmes types de cartouches, parce que Marjolaine nous a montré, et nous, on les complète en plus avec plusieurs phases. Il y a plusieurs couches, multiples par couche, pour pouvoir récolter un maximum de familles de molécules. Récolter un maximum de familles possibles. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est fait de manière standard, c'est pas des analyses de routine, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui, qui est surtout en recherche, un peu à évoluer aussi, ça, et qui sert vraiment à aller chercher des processus spécifiques de transformation, par exemple, de molécules dans des procédés de traitement ou dans les sols, donc dans le cadre des problèmes de pas quelque chose du tout utilisé par les robots. Donc ça permet ensuite d'essayer de voir comment les molécules se transforment et comment on peut avoir des processus, on peut essayer d'aller un peu plus loin pour la compréhension des processus de dégradation dans les cellules. Donc l'instrument qu'on utilise, voilà, c'est l'instrument d'exécution, aujourd'hui. Alors ensuite, ce qui va être surtout important, c'est bien différencier les différentes approches de traitement des données. Donc l'analyse ciblée, c'est ce que Marjolaine nous a montré. On va pouvoir quantifier très précisément les concentrations de molécules. Mais encore une fois, ce sera pour les molécules et les familles de molécules qui sont spécifiques. C'est la partie émergée de la terre, les HRP, les dispositifs nasales, les fonctions associatives, d'autres. Et alors ensuite, en analyse non ciblée, on va avoir deux approches. On a une première approche qui est l'analyse suspectée. On va quand même cibler un petit peu ce qu'on rencontre. On va avoir des listes de molécules, des listes de familles qui nous intéressent. Et puis, l'analyse en évolution va nous permettre de dire si la molécule est présente ou non. Donc là, on a déjà cette donnée, on va vérifier si la molécule est là ou pas dans cette molécule. Et puis la dernière approche, c'est l'analyse vraiment purement ciblée. Là, on n'a aucun a priori sur la recherche de molécules. On va pas cibler certaines molécules spécifiquement. On va par contre cibler ce qu'on implique très important, par exemple, dans un échantillon, on va essayer d'aller identifier cette molécule grâce à ce caractère, et justement suspecte. C'est là où ça s'est bien fait, c'est qu'on a plein de pics. Il faut trouver des pics qui semblent être d'intérêt. Et puis ensuite essayer de les identifier. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai montré ici. Le premier mot, c'est là, vous avez des suspects, des molécules. Est-ce que ces suspects sont présents dans et puis ensuite, on peut essayer de détecter si c'est présent ou non. Et ça, c'est plutôt rapide. Voilà, on a des données, elles sont rapides, c'est rapide à aller, on va vérifier si la molécule avec sa masse précise est présente. Ça peut être appliqué en route. Et c'est ce qui est souvent fait par la plupart des labos de R&D qui enseignent les autres. Là où c'est bien plus compliqué, comme je vous disais, c'est quand on est en mode purement dessiné, où on essaye de savoir quel est intéressant et comment identifier, comment savoir les molécules. Ça, c'est extrêmement long, c'est surtout dépendant du temps que l'on va consacrer à traiter les données. Donc, il faut évidemment des ressources pour le faire. Et en fait, cette analyse, on a parlé du coût analytique, c'est vrai que c'est cher en ensemble. Mais finalement, une fois que l'instrument est acquis, on va dire surtout dans la recherche, ce n'est pas l'analyse en elle-même qui va coûter très cher, c'est surtout le temps humain qui est vraiment sur lequel il faut vraiment investir. Donc, on n'a pas forcément le temps tout le temps d'aller rechercher, d'aller identifier beaucoup de molécules sur les molécules en acquis.
Donc voilà, les recherches de suspects se basent sur des pistes composées, comme je vous disais. On a des bases de données internes qui sont les bases de données les plus fiables. Pour vous donner un exemple, on recherche on présente environ 350 molécules dans notre laboratoire qui sont présentes dans notre base de données. Lorsqu'on les a injectées, on fait exactement la masse. Et après, on peut avoir accès à d'autres bases de données qui sont plus complètes, avec beaucoup plus de molécules, mais sur lesquelles il va nous manquer certains paramètres pour les identifier. Si on a les molécules que l'on a dans notre laboratoire, on connaît tous les paramètres, on connaît leur temps de sortie sur la colonne chromatographique, leur spectre exactement, leur masse, etc. Dans les bases de données externes, des exemples ici, voilà. Il y a des bases de données qui sont fournies par les mouvements européens, en particulier des réseaux européens de recherche normales qui contiennent plus de 100 000 composés. Alors, on peut avoir des spectres, on peut avoir un certain nombre de paramètres, mais il y a certains paramètres qui vont manquer par rapport à nos bases internes. Donc, on va être un petit peu moins fiable sur l'identification de ces molécules. Donc ça, pour clarifier ça, il y a des publications qui ont montré le niveau de confiance que l'on peut avoir justement sur ces molécules, sur ces identifications. Le niveau 1 tout en haut, c'est vraiment le niveau que l'on cherche à avoir la plupart du temps, c'est le niveau qui est permis par les bases de données internes. C'est quand on a tous les paramètres possibles. Encore une fois, l'observation sociale, les paramètres. Là, on peut vraiment confirmer que la molécule est présente, et ça, c'est ce qu'on a atteint le plus. Après, dès qu'il nous manque un paramètre, on va le dégrader, on va avoir un niveau un peu moins probable de présence. Donc, en gros, on considère que les niveaux 1 et 2, c'est quand même assez fiable. On a une structure potentielle de molécules qui est proposée. Donc, on peut dire que c'est quand même robuste. Et on va décombiner au niveau 3, 4, voire 5. On connaît de moins en moins d'informations sur les molécules. Forcément sûr que ce soit vraiment celle-ci qui est présente. Alors, quelques exemples rapidement de molécules qu'on a identifiées avec ces méthodologies-là, on les urines. Donc là, c'est un premier exemple de molécules qu'on n'avait pas ciblées, parce que la quantification n'était pas analysée de manière ciblée, mais qu'on a détecté avec un pic de fréquence dans à la fois les phénomènes et les mouvements. Donc, c'est un antidépresseur facile, et on l'a identifié au niveau 1 parce qu'elle était présente dans le test. Et j'ai tous les paramètres présents, on avait tous les paramètres au profil, c'est-à-dire sa masse et tous ses paramètres, c'est ce qu'il fallait sur cette molécule. Donc après, on peut comparer la présence de cette molécule dans différents échantillons. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, l'intensité de la molécule dans les échantillons d'urine et de bras. Celle-ci, elle était présente un peu partout. Alors, c'est les urines qu'on avait récupérées, qui étaient des premières urines qui provenaient de festivals. C'est aussi pour ça qu'on a trouvé aussi ces molécules-là. Marron, aussi, c'est pas comme ça. Dans l'oral, comme il y a un peu de traitement, c'était peut-être un petit peu moins attendu, surtout avec le traitement charbon actif. Et voilà, on arrive quand même à détecter les choses après ça. Et alors, ce qui est intéressant surtout, ça va être d'identifier des molécules qui sont des produits de dégradation. Là, c'est juste un aperçu, mais on va essayer de faire ça aussi dans les sols. On a pu détecter des produits de dégradation de la même molécule que précédemment. Et avec une modification de la molécule, vous voyez, c'est la première facile elle aussi, parce qu'elle a vu gagner un atome d'oxygène. Donc, pour soit du stockage de durée, soit une dégradation c'est produite, par exemple, dans le filtre charbon actif, en tout cas, avec cette production de bois, cette molécule est à partir de la dégradation d'avant facile. Donc, dans celle-ci, c'est pareil, on va identifier au niveau 1. Et donc, si on regarde ça, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était surtout présente dans le bras et pas trop dans le film. Donc, on s'est demandé ce qu'il pouvait faire. Pourquoi ça? Mais en fait, a priori, ce serait formé pendant l'état de multiplication. Ce qui n'avait pas eu lieu dans les films que l'on a fait. Un autre exemple, c'est la carbonatine époxy, qui est elle aussi un produit de dégradation, vous voyez, qui gagne l'oxygène aussi à partir de médicaments et la carbonatine.
et la molécule. Donc celle-ci, c'était présente surtout dans les urines, mais pas dans le ventre. Pas forcément une explication pourquoi c'est présent dans un champion. En fait, c'est des processus qu'on peut essayer de comprendre en référence. C'est juste un bref aperçu de ces différentes méthodes, de ce qui est disponible aujourd'hui, de ce qu'on peut essayer de faire ou pas, et de limites. Donc, pour récapituler, une méthode ciblée ou même en mode suspect à notre résolution, on a une grande fiabilité des résultats, soit on quantifie précisément la concentration des molécules, soit on va pouvoir dire avec grande confiance que la molécule est présente. Et puis, c'est toujours développer des nouvelles méthodes pour cibler de nouvelles familles. Il y a des nouveaux micro-collants, des nouvelles familles, on peut particulièrement ça, c'est un peu la même chose. Si on doit analyser tout ça, c'est évidemment, il faut développer des nouvelles méthodes pour le faire. Et puis, avec les évolutions, il faut enrichir les données avec ces nouvelles molécules, avec les nouveaux standards. En non ciblé, par contre, on peut essayer d'aller chercher des molécules, même si elles ne sont pas encore disponibles dans le commerce, par exemple, ou pas encore connues, mais par contre, c'est longtemps pour l'identifier. On peut avoir des approches statistiques, ainsi des pics qui apparaissent très au cours du temps, par exemple, dans le sol. Ça, c'est ce qu'on va essayer de regarder dans un projet. Voir si, au cours des différents écrans d'alphabet, on a des molécules de dégradation qui s'accumulent avec le temps et qui augmenterait donc le sol. Et évidemment, tout ça, c'est des approches quantitatives, voire pas forcément, on va dire, une molécule qui est présente, mais la question que la plupart du temps, c'est est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un risque déjà pour les écosystèmes ou même pour la santé, est-ce que ça passe dans le culture, etc. Donc évidemment, il faut pouvoir comparer ces niveaux à la concentration, la présence de ces molécules avec d'autres matières, avec d'autres fertilisants, avec d'autres modèles pratiques. Et ça, c'est vraiment réfléchir à parler un petit peu plus de cet aspect-là. Et puis il y a aussi en parallèle beaucoup de travaux qui sont réalisés sur la toxicité des échantillons. Et là, c'est parmi des travaux qui sont à l'étape de recherche, en R&D, en recherche sur la toxicité des molécules qui sont identifiées. Donc voilà, c'est encore beaucoup balbutiant pour l'identification des molécules, mais ça nous permet quand même d'avoir des éléments pour rassurer les consommateurs, rassurer les utilisateurs du web, en mettant ça en perspective avec d'autres matières fertilisées. Alors, ce qu'on nous propose, c'est d'enchaîner les présentations sur les présentations suivantes. Vous pouvez noter vos questions, on fera plus un grand moment d'échange à la fin, c'est ça. Super. Bien, le partage d'écran. C'est mon partage. Donc, je vais vous parler de risques des médicaments dans les domaines fertilisants et dans les après, c'est des résultats issus de plusieurs projets de recherche avec les travaux de plusieurs collègues de différents labos, donc des collègues d'INRA et Ecosys. On était avant à Avignon, maintenant sur le plateau de Saclay. Et puis, c'est des choses aussi qu'on a faites avec Fabien, à l'école du Ton. Et puis, alors, je ne présenterai pas du tout ce que je viens de la présenter, mais aussi dans les projets du lien, nos approches complémentaires. Et puis, il y a des collègues du Danemark, de l'Université Copenhague, avec qui on a collaboré. Ça marche. Merci. Donc, pourquoi on recherche
les médicaments dans les urinofertilisants et dans les sols, parce que la filtration rénale, c'est le mode d'élimination de la plupart des médicaments et leurs métabolismes. Et donc les urinofertilisants peuvent contenir les médicaments, tout comme d'ailleurs on en trouve dans les d'épuration, dans les effluents des plages. Et donc ces urinofertilisants peuvent contribuer à la dissémination de ces médicaments dans l'environnement, dans les sols, les eaux, et puis on peut aussi réfléchir à ce que ça passe dans il y a des recherches qui regardent ce que ça passe dans les plantes. Nous, on ne va pas aller aussi loin ce matin. Je vais vous présenter eh bien, les recherches qu'on avait pour certaines molécules étaient présentes dans ces urinofertilisants et à quelle concentration. Est-ce que les différents traitements des urines permettaient d'abaisser les teneurs? Et puis, est-ce qu'il y avait des risques d'accumulation dans les sols qui fait des apports répétés? Voilà, on recherche parce qu'on travaille sur ces médicaments parce qu'il y a des aspects à la fois sanitaires et environnementaux. Je ne vais pas tout développer, mais par exemple, sur l'antibiotique, il peut y avoir l'apparition et la dissémination de gènes antilurescents. C'est un aspect sanitaire fort. Je rappelle juste les deux notes qui ont été publiées, qui sont publiées sur le site OCAPI, pardon. Annelise Boulez, c'était une postdoc au labo dans les années 2019-2020 avec lui, et puis Florent, elle a fait une plus récente, elle a présentera. J'ai restitué rapidement nos recherches là, autour de l'urine dans les petits schémas OCAPI. Donc, on a démarré les projets, enfin, moi au labo, j'ai démarré des projets de recherche sur l'urine à travers OCAPI, et puis ensuite on a poursuivi avec Mélie, donc avec Julien, et puis on est dans un projet qui vient de démarrer qui s'appelle Plus-Value. Et on est plutôt sur la partie agro, un peu santé, et sur le recyclage et la production. Les choses dont je vous ai dit, la présentation d'avant, c'est des analyses ciblées. Donc, en fait, on a identifié une liste de 57 molécules, donc à usage humain exclusivement, ou vétérinaire exclusivement, ou les deux, avec une couche des médicaments vétérinaires dans les urines, parce que dans ces projets-là, on a analysé aussi des effluents des vaches et des épurations, et on avait du lait pas mal de choses. On a des antibiotiques, une trentaine, des anti-inflammatoires, antalgiques, une dizaine, et puis d'autres familles de composés. On cherche des bactéricides qui ne sont pas des médicaments. C'est vrai que les médicaments, mais en anglais, on les plutôt PPCP, pharmaceutique et corporelle, de soins corporels. Et puis, on a un peu la caféine, parce que finalement, c'est un marqueur anthropique et qui est pas mal recherché, et donc on a un peu dans la liste. On a principalement des principes actifs, mais on a aussi des métabolites, puisque par rapport à un gène, des médicaments, l'organisme peut le métaboliser. Donc, on a quelques métabolites, mais typiquement, on n'a pas certain que Julien a vu. Donc, après, l'idée, c'est aussi d'essayer d'être complémentaire. Et puis, on a une petite quarantaine de molécules de plus que les études qui ont été publiées sur les urines. Et on les a sélectionnées sur la base des niveaux de concentration en France. Et là, on a regardé aussi des niveaux de concentration de consommation. Et on a regardé aussi ce qu'il y avait au Danemark, parce que on a collaboré avec une équipe danoise, des taux d'expression dans les urines, et puis des listes de surveillance. Alors, on a fait des analyses dans le cadre de ces deux projets, donc Calcul et Urinabri, sur pas mal de lisins, des urines stockées, enfin pas mal, c'est 7 échantillons, non, 7 échantillons, pardon, non, 6. Donc des lisins français, des lisins danois, en France ça venait soit de bureaux, soit de festivals. Et au Danemark, ça tournait d'un éco-quartier. Et puis, les urines traitées, on a bien moins d'échantillons qu'on a analysés. On a eu dans le projet Euroclati, on a eu accès à une urine fermentée,
le granurin qui est une urine alcalinisée déshydratée, et puis donc quelque chose de solide. Et puis on a sur 3 années, on a analysé. Donc en fait, dans les projets de recherche qu'on a, on n'a pas que les immunofertilisants, on s'emploie aussi à les épandre au sol et à voir, essayer d'étudier le devenir dans les sols. Ça a commencé avec la thèse de Tristan Martin dans le projet Capi, mais il y a juste eu une application en 2019 où on avait collecté les sols avant et après le pompage. Je ne peux pas les résultats aujourd'hui. Je vais vous présenter plutôt les résultats de l'essai Médurinagri qui était dans le changement de Médurinagri sur le plateau de Saclay. Donc les personnes qui visiteront cet après-midi qui sont à la visite sur le plateau, c'est des choses que vous allez voir. Il y a des épandages de lysin et d'emprunt, 3 applications en 2023 et en 2024, et on a prévu les sols avant, après épandage, et puis sur divers horizons, sur une année, il y avait le premier centimètre de sol, et puis l'horizon là. Et donc ça, c'est l'île de France, et les épandages. La ferme de la Martinière, qui est la ferme sur laquelle l'agriculteur est partant pour faire ses terres, et puis l'association Terrestre. Et puis au Danemark, on a bénéficié des échantillons de l'essai crucial, qui est un essai longue durée, parce qu'il a été mis en place en 2003, et ils dépendent tous les ans depuis 2003, différents produits résidus organiques et du lysin. Donc on a eu accès au lysin, au bout, au fumier, au lisier, pardon, qui est pendu, et au sol de 2 années, l'année 2018 et l'année 2020. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est voilà, on fait de l'analyse ciblée. Donc, nous, on va voir tout ce qu'on cherche. Alors, la vaccine, on l'a pas. Donc, on ne pourra pas, je ne peux pas vous dire si on la voyait et comment elle évoluait. On est parfois étudié pour certains composés parce qu'on pourrait vraiment s'attendre à pouvoir les trouver et quand on les mesure, on ne les voit pas parce que les méthodes qu'on a ne sont pas assez performantes. On essaie de tout mettre en place, d'avoir des appareils super chers, et bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à descendre un nombre de notifications par le composé. Et puis, on a parlé du sol par les personnes qui étaient à l'atelier ce matin dans cette salle. On a parlé d'un petit point, un petit peu sur le sol. Et donc, je voulais, pour les personnes qui sont peut-être pas très au courant, vous dire que les composés organiques, quand on les apporte au sol, eh bien, en fait, quand après on va mesurer et qu'on n'a pas les trouver, c'est pas forcément qu'ils ont été totalement dégradés. En fait, il y a la distillation par des composés organiques, mais derrière cette distillation, il y a plusieurs processus. Par exemple, ils peuvent être dégradés, dégradation par les micro-organismes, par exemple, par les UV s'ils sont en surface. S'ils sont dégradés jusqu'au bout de la chaîne, ça se termine en CO2, mais ça, c'est la minéralisation, ça représente un tout petit pourcentage de ce qu'il y a du sol. Les composés peuvent être transférés vers les eaux, vers les eaux souterraines par distillation, par exemple, ou les eaux de surface qui a du ruissellement. Et puis, il peut y avoir des interactions fortes avec les constituants du sol, et tellement fortes que les composés n'arrivent pas à les extraire, même si on utilise des méthodes très énergétiques et voilà, pour essayer de récupérer tout ça. Donc, en fait, on va mesurer tout ce qu'on arrive à extraire des échantillons. Alors, je vais passer au résultat avec cette carte tout en fleurs. Je vais vous expliquer avant de donner les résultats obtenus. Donc, c'est sur les lysins. Vous avez ici tous les composés qu'on a réussi à voir dans ces lysins. Les 57 molécules qu'on a cherchées, voilà, celles qu'on a pu retrouver sont ici, avec les familles, parce que ça ne va pas forcément. J'ai mis les familles à gauche des classes thérapeutiques de ces composés. Vous avez la première colonne sur les urines de fluoro de la céramique à laquelle on a analysé en 2019. Et on a plusieurs urines en provenance de festivals, puis à la fin, les urines du Danemark. Et alors, les couleurs, quand le fond est blanc, c'est qu'on n'a pas détecté les composés.
Quand vous avez des cases grisées, c'est qu'on a pu les détecter, mais on n'a pas pu les quantifier. Donc, les typiques chromatographies qu'on vous montrait tout à l'heure, c'était un peu du bruit de fond, mais pas assez. Et puis ensuite, il y a un dégradé de couleurs, qui, pour les couleurs saumon, là, les plus claires, eh bien, les concentrations sont en dessous du microgramme par litre. Et puis, les couleurs les plus foncées, au-dessus de 1000 microgrammes par litre. J'ai fait des coupures arbitraires pour les facteurs 10, c'était juste pour avoir une représentation un petit peu visuelle. Donc, en fait, sur les 57 composés qu'on cherche, on arrive à en quantifier entre 8 et 20 selon les provenances des lisins. Alors, principalement la catémine, sur la première ligne, on a dans tous les échantillons avec des niveaux de concentration différents. On a un certain anti-inflammatoire qu'on retrouve dans tous les échantillons. Et puis, une dizaine d'antibiotiques, là, le patchwork est un petit peu différent. Pas toujours les mêmes antibiotiques dans tous les échantillons, et parfois certains peuvent être uniquement détectés. Voilà. Si on compare les 3 colonnes de droite, le lysin danois par rapport au lysin français, en fait, on voit qu'il y a plus de composés en nombre, et puis même en concentration qui sont plus foncées dans le lysin français par rapport au Danemark. En fait, il y a 2 explications. La consommation peut être plus limitée, la consommation médicale peut être plus limitée, mais on pense surtout que c'est aussi parce que la population est beaucoup plus limitée. Les quartiers, en fait, c'est une dizaine de foyers. Alors que les urines de festival, par exemple, c'est beaucoup. Là, je fais une représentation un peu plus classique de ce que l'on fait sur les concentrations. J'ai pris, donc toujours dans les dessins, la caféine et puis 4 anti-inflammatoires. En fait, l'acide salicylique, j'ai pas trop bouteille. L'acide salicylique, c'est un métabolique de l'aspirine. Voilà. Et puis ici, c'est l'OH, c'est un métabolique de. Et vous avez les concentrations du programme ici pour les différents lysins. Et j'ai juste mis en couleur, en jaune, c'est bureau, les dégradés bleus, c'est le festival, puis en vert, c'est le Danemark. Et juste, c'est pour aller un petit peu plus dans les détails de la carte que je vais présenter avant, c'est que les concentrations sont variables selon les origines. Il y a déjà pour la caféine tout à l'heure, les concentrations sont plus élevées en France, dans les zones françaises et danoises. On a aussi, par exemple, paracétamol. Mais aussi sur l'origine, par exemple, le bureau festival, on peut voir des différences. Et puis, selon les années, je vous invite à regarder les barres vertes. Les 3 années, on a pu avoir accès à l'urine du Danemark et on voit que les concentrations sont variables. Alors, ça reste quand même s'il peut y avoir une très grande différence de concentration pour une même molécule, on reste quand même dans les mêmes ordres de grandeur que dans la littérature. Voilà, là, je vais vous montrer ce qu'on a obtenu pour les urines traitées. Donc, il y a les 3 urins. Les 3 années, on a eu analysé le urin. Une seule année pour l'urine fermentée et une année pour le gramme 1. Toujours le même code de couleur. Sachant que le gramme 20 est en solide, en fait, les concentrations sont en microgrammes par kilogramme. Les urines, c'est en microgrammes par litre. Ça me fait penser juste à la présentation ce matin où on parlait de compter COM, TER, et là, nous, on compte COM, TER, voilà, c'est les chiffres, et voilà, et les unités. Là, vous voyez que la liste est moins longue que la diapo sur les lysins. On a quantifié entre 3 et 8 composés, mais avec quand même des couleurs qui peuvent être assez soutenues, des concentrations qui peuvent monter quand même jusqu'au milligramme par litre. On retrouve toujours la caféine, 6 anti-inflammatoires et puis 4 antibiotiques. Donc, les composés ont été en a moins dans les lysins, et il y a des choses auxquelles on s'attendait au moins. Par exemple, l'urine fermentée, on a l'impression que on a l'impression que vous n'avez pas là, je peux vous dire que les concentrations sont du même ordre de grandeur que le lysin. Et par contre, pour l'urin, il y a un traitement spécifique pour abattre les micropolluants organiques, et bien, on voit que les concentrations sont globalement plus faibles.
Sauf que cette année 2023, on a fait des analyses qui ont montré des concentrations qui peuvent être plus élevées à un nombre plus important de composés. Alors, voilà, je te dis, des immunofertilisants qui ont des concentrations de programmes par litre, d'autres en programme par kilogramme, avec ça. Et puis en plus, les teneurs en azote, elles ne sont pas du tout les mêmes. Dans le Lisin, on est à 3 à 6 grammes d'azote par litre. Dans l'Haut-Rhin, voilà ce que j'en ai analysé, on est 2 grammes d'azote par litre. Et comme on les utilise pour fertiliser, on apporte une quantité d'azote connue, on souhaite apporter en fait pour faire pousser les plantes. Donc en fait, ça ne nous apporte pas grand-chose parce que ça ne nous apporte pas grand-chose que l'on fait avancer. C'est des données dont on sert pour ensuite pouvoir comparer les produits entre eux. L'idée, c'est qu'on va normaliser les concentrations que je vous ai montrées avant par la teneur en azote de chacun des produits. Et donc, c'est pareil, j'ai sélectionné les 5 composés qui sont les plus présents et les plus concentrés dans les fertilisants, mais c'est de dire que je les ai aussi pour tous. Donc ici, on a des concentrations et l'unité HMP, on a milligrammes composés par kilogramme d'azote. Et donc, vous avez là les 5 molécules, et là, à chaque fois, on a le Lisin en premier, l'urine fermentée, le granulat et le grain. Avec l'urine fermentée, je rappelle, c'est une seule année. C'est hyper représentatif. Et le Lisin, c'est une moyenne des 6 échantillons. Voilà. On a eu plusieurs données, j'ai fait une moyenne. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fermentation, utiliser l'urine fermentée ou des Lisins, finalement, on apporte des quantités de composés assez similaires au champ. Et en revanche, pour le Rhin, eh bien, on apporte des quantités très faibles. Et donc, il y a d'une part, parce qu'il y a l'abattement des composés, comme c'est ce que je vous montrais avant, il y a moins de composés avec une concentration plus faible, mais aussi parce qu'il contient beaucoup d'azote par litre, donc on apporte moins au champ. Voilà, et puis le granulat, il n'y a pas de traitement spécifique, comme je vous disais juste avant. Et pourtant, il y avait des cellules qui étaient très foncées, des concentrations qui étaient élevées en microgrammes par kilo, mais la lucide est très concentrée en azote. Vraiment, on va compter des quantités importantes. Alors là, j'ai fait les 2 diapos suivantes, c'est 2 petits parallèles pour essayer de mettre en regard les concentrations dans les fertilisants et dans des choses qui sont plus documentées dans la littérature, les vies d'épuration. Et puis après, je vous présenterai une diapo sur les vies ici. Donc, vous ne regardez pas les chiffres, c'est juste un peu la forme et les flèches que vous pouvez regarder, parce que sinon on va se perdre. En haut, je vous ai mis les moyennes des concentrations pour les 6 échantillons Lisin, donc les médicaments qu'on recherche, là, les petites erreurs là, sur le fond. On a 57 en tout. Donc, des concentrations de microgrammes par litre. Donc, j'ai fait 2 graphiques séparés parce que les concentrations sont vraiment à 3500 ici à 300, sinon ça a été écrasé. Et puis les chiffres que vous avez au-dessus, mais je vais vous ne voyez pas, de toute façon, après vous aurez les présentations, c'est les fréquences de détection. Combien de fois on a trouvé cette molécule dans les 6 échantillons. Et puis j'ai comparé ça avec les résultats d'une étude d'analyse nucléaire qui date de 2014, mais qui est encore très valable sur, oui, c'est-à-dire chercher 33 médicaments dans différents groupes qui étaient issus de 27 stations de traitement des eaux. Et donc, pareil, il y a des concentrations, ce n'est pas le même type de concentration, c'est des valeurs solides, mais peu importe, avec des composés classés par le plus concentré ou moins concentré, et puis les fréquences de détection. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des flèches pour retrouver les molécules à l'intérieur des flèches. En fait, par exemple, le paracétamol est très concentré dans les urines, mais il est très peu concentré dans les bulles d'épuration. Et en plus, on ne le retrouve que dans une boue sur 2, alors que nous, on le retrouve 83% des Lisins. Et donc, vous voyez, les flèches en fait, elles se croisent. C'est pas tout dans le même sens. En fait, les composés les plus concentrés dans le Lisin, ce n'est pas les mêmes que ceux dans les boues. Et les fréquences ne sont pas non plus comparables. Voilà. Mais on trouve
il y a quand même des composés en commun. Et en fait, ce qui explique ça, c'est qu'il y a des affinités différentes des composés entre les phases solides et liquides. Voilà, au niveau des stations d'épuration, les composés ne vont pas rester dans les phases pareilles, il y en a qui vont plus aller dans le bout, d'autres qui vont rester plus dans la phase liquide, et il peut y avoir un petit peu de dégradation pour certaines molécules, selon les procédés. Là, c'est bon, plutôt de faire un. Déjà, je n'ai pas trouvé rapidement d'études avec plein de fichiers. Il fallait que je fasse une petite synthèse biblio que je n'ai pas pris le temps de faire. Mais par contre, ce que j'ai fait pour comparer les dossiers, et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait au Danemark. Donc, sur le projet à Handicapé, on avait des urines d'Amas, on avait aussi des bouts et des lycéens qui sont répandus sur leur terrain expérimental. Et donc, j'ai représenté les concentrations en milligrammes par kilogramme d'azote, toujours rapporté à l'azote que contient le produit. Puis j'ai regroupé les composés. Vous avez ici tous les antibiotiques, et ce qu'on voit, c'est que les antibiotiques qui sont principalement dans les bouts, là, sur les barres marron clair, et dans les lycées, les barres rouges. Les anti-inflammatoires, en fait, on va les trouver principalement dans le glycin, sur les barres bleues, et puis un peu dans les lycées, on a là, et puis là. Et puis, la caféine, c'est dans le glycin. Et ce qu'on ne montre pas le graphique, mais il y a des choses qui sont montrées dans les études, c'est qu'on trouve aussi des antiparasitaires dans les lycées. Voilà. Alors, on va passer au sol. Parmi les composés qui ont été apportés par l'INSA, on s'est dit, on a entre 8 et 20. Il y en a 5 qui ont fait. Alors, nous, c'est pas 8 et 20, parce que sur 7, et Danemark et France. Et j'ai perdu ce qu'on est sur les lycéens français. Donc, on a peut-être entre 12 et 20 composés. 5 ont été quantifiés dans les sols à des concentrations de 8 microgrammes par kilogramme de matière sèche. Ça ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est des concentrations qui sont assez faibles. Et après, je vous montrerai ce qu'on a trouvé dans les sols à mon départ des bouts. Et puis, il y en a qu'on n'a pas détecté, puisqu'on a pu en quantifier que 5. Et alors là, je vais vous présenter uniquement pour 3 de ces 5 composés ce qu'on a pu mesurer dans les sols. Alors, ça met là, il y a plein de couleurs différentes, donc ça mérite un peu d'explication. Donc, on est dans le sol, donc c'est une concentration en microgrammes par kilogramme de matière sèche. Vous avez la caféine, la carbamycin, qui est un antibiotique, et puis le tramadol, qui est un antibiotique. Et donc, comme on sait ce qu'on a apporté par le glycin, parce qu'on a mesuré la concentration dans le glycin et on connaît le volume apporté au champ, eh bien, on a pu calculer, si on va faire penser ici, en 2023, les concentrations très vite. On a dit, on a apporté, on sait ce qu'on a apporté, donc voilà ce qu'on va trouver dans le sol. Vous avez ces deux barres. Et puis, il y a eu des prélèvements de sol, 15 jours après l'épandage. Et puis, donc c'est ici. Et puis, 11 mois après le dernier épandage en 2023, c'est cette petite barre-là. Et puis, 5 mois et demi après le dernier épandage en 2021. Donc, on a un suivi temporel et on a prélevé des sols avant, après l'épandage. Et puis ici, on a les 10 premiers centimètres de sol 15 jours après l'épandage de 2023. Ici, c'est le sol sur les 20 cm sur l'horizon de la montre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il y a, c'est que les concentrations très vite, là, elles sont généralement très au-dessus des concentrations qu'on arrive à mesurer dans le sol. Donc ça, c'est ce que je vous racontais au tout début, c'est la dissipation des composés. On ne remesure pas tout ce qui a été apporté parce que dégradation, transfert, formation de résidus non extractifs. Et puis, ce à quoi on s'attendait, c'est que sur les 10 premiers centimètres, eh bien, les concentrations sont, alors c'est pas statistiquement significatif, mais sont légèrement supérieures pour les composés, pareil pour tramadol, que sur l'horizon de la bouffe. Voilà, donc la ligne est liquide, elle est appliquée en surface, mais 15 jours après l'épandage, les composés sont plutôt restés sur la couche superficielle. Et puis, il y a des augmentations des concentrations dans le sol après les apports, puis ça diminue, et on fait un apport, il y a des augmentations, et puis des diminutions là-dessus.
Alors, pour vous montrer des... Parce que donc là, j'ai oublié de préciser, des essais en France, on a fait donc, dans Migrinavig une application en 2023 et une application en 2024, donc 2 ans, c'est assez court en fait, pour voir ce qui se passe. Donc, on s'est basé aussi sur les résultats de l'essai de longue durée au Danemark. Donc, vous avez donc, sur toutes les composés apportés par le design, il n'y en a que 2 qu'on a réussi à quantifier. Et vous voyez les concentrations sont assez proches de l'essai français. On est maximum 3 à 4 microgrammes par kilo de caféine. Et puis 0,2-0,3 microgrammes par kilo de tramadol, juste à la période d'avant. Et c'est les ordres de grandeur du goûter. Sauf que là, on est au 16e épandage, 16 ans après le début de l'essai, et puis 18e épandage. Donc, ça fait des temps plus longs. Et bien, les concentrations sont vraiment de grandeur, et puis on voit un peu les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on tient un épandage, la concentration monte dans le sol, et puis après, elle diminue. Alors, ce qu'on a fait, tous les composés qu'on avait retrouvés dans le design du Danemark, on a calculé ces concentrations dans le sol, mais pour les 17 apports. Donc, ça donne des concentrations qui peuvent être assez élevées numériquement. Et par contre, ce qu'on trouve, c'est des concentrations très faibles. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en compte cette dissipation quand on veut calculer des concentrations très vite. Et puis, nous, au labo, on fait d'autres calculs pour déterminer des durées de demi-vie des composés, c'est-à-dire quand un composé arrive dans le sol, pendant combien de temps la moitié va disparaître. Et puis, on voit la caféine, il faut environ 250 jours pour avoir la moitié de la concentration, la concentration divisée par 2, et puis le tramadol, c'est un demi-vie un peu plus. Et si je vous présente là, sans rentrer dans le détail, c'est juste de visuel, les résultats qu'on a sur des essais longue durée, sur des applications, des épandages de boue d'épuration, de compost de boue. À gauche, c'est un essai longue durée qu'on gère par le labo, donc le SOER Pro, avec un essai notamment qu'on a en région parisienne, à Faucheron, dans les Yvelines. L'essai a été mis en place en 98. Et donc voilà, là, c'était des données avec une publique qui commençait à être un peu, mais après une 9e et 10e épandage, on retrouve des concentrations, c'est pas bien composées. C'est des doses des antibiotiques et de la carbamazepine, on est dans le même ordre de grandeur. Là, c'est d'allemand, les concentrations en antibiotiques sont bien plus élevées, mais ils ont fait le choix d'apporter des doses assez importantes de boue pour essayer de voir au mieux qu'on soit, d'accélérer le temps. Voilà. En tout cas, ça permet de s'expliquer un peu ce qu'on a quand on apporte du misin dans le sol par rapport à des sols qui sont alimentés par. Donc, pour conclure, on a vu que les jeux fertilisants ont une diversité de médicaments dans une large gamme de concentrations. Donc ça dépend des quantités et de la métabolisation dans l'organisme. Que le storyboard urine, ça ne permet pas d'éliminer les médicaments, ça peut permettre, il y a des articles qui montrent que ça permet un certain abattement, mais il en reste quand même pas mal à la fin, on a une concentration. Les traitements ciblés ça permettent de diminuer le nombre de composés par concentration, mais avec le bémol, il faut faire attention. Actif, par exemple, c'est à surveiller parce que s'il sature, il y a un moment où il ne pourra plus avoir sa fonction. Et puis, ce sont des traitements qui sont coûteux, donc il y a plein de choses à mettre en balance. Les molécules qui sont les plus retrouvées dans le sang, ce n'est pas les mêmes que dans les boues, ni dans les lisiers. Et en fait, nous, là, ce qu'on a fait, donc on aurait déjà dû pouvoir faire, on n'avait pas eu accès aux échantillons, c'est qu'on voudrait déterminer des taux d'élimination. Sur la du stockage, on va pouvoir le faire là. Et puis, sur avoir d'autres traitements. Voilà, c'est-à-dire des années avant le traitement. Et puis pour les sols, il y a seulement quelques molécules retrouvées à très faible concentration et même après des décennies de fertilisation. Donc, il nous semble que le risque d'accumulation et de disponibilité reste faible dans les sols. Et les concentrations retrouvées, parce que
très inférieur à ce qu'on a apporté parce qu'il y a de la dissipation. Et on est, par rapport, par exemple, à des sols améliorés par les on a un peu plus de molécules retrouvées dans les sols améliorés par les boues et à des concentrations qui sont faibles, très faibles à fait. Voilà, donc on s'interroge beaucoup et ça peut pas montrer que vous auriez, mais c'est les risques écotaxes, parce que c'est souvent c'est des mesures, mais et donc ça, il faut avoir des données de toxicologie terrestre. Il manque cruellement. On a beaucoup de données d'écotox aquatiques et peu d'écotox terrestres. Mais sur l'article qu'on avait fait en 2017 sur la fessée tempérée, on avait récupéré même des données. Donc là, l'objectif que j'ai, c'est de regarder les données par rapport au design et à la littérature, et puis comparer les filières de gestion du prix. Voilà, séparation à la source versus les stations d'épuration, ou rappeler ou dans barrière les éléments de la limite, par exemple. Voilà, c'est aussi. Voilà, je crois que j'ai tout. Merci. Du coup, moi, je vais vous parler d'un cas un peu particulier. Dans le cadre du projet Colos, on a produit cette note de synthèse qui est accessible sur le site internet du projet et du programme OCAPI. L'origine de cette note de synthèse sur la question des indésirables en agriculture, en fait, c'est le résultat de discussions collectives à la fois du programme CAPI, mais aussi avec les membres partenaires du projet Colos. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont invitées. Je ne vais pas faire la liste ici et maintenant pour pouvoir vous parler un petit peu plus précisément de quelques éléments qui sont dans cette note que vous pourrez consulter ensuite. Du coup, on a cette note, en fait, elle s'est appuyée un peu sur une étude qualitative et empirique d'une pratique qu'on a mise en place sur le territoire de la métropole de Lyon, dans une commune avec un agriculteur, où on a étendu du lisin pour faire un démonstrateur d'utilisation agricole pluriannuelle à destination plutôt du monde agricole et de voir les questions qui pouvaient se poser quand on utilise du lisin en agriculture. Donc le lisin, ça a été abordé tout à l'heure, c'est un urinofertilisant dont le traitement est uniquement du stockage en cuve étanche et fermée, avec un impact relativement limité sur les indésirables qui pourraient être présents dans le pays humain. Dans ce cas particulier, là, vous avez mis l'analyse agro, vous avez l'analyse agro du lisin qui a été étendue dans le cadre du démonstrateur. Donc c'est un lisin qui est plutôt dilué d'un point de vue harmonique. Vous avez la concentration en NPK en bas à droite, et on va voir que ça va influencer grandement finalement les raisonnements qu'on va pouvoir avoir autour des indésirables ensuite. Cette note, elle est aussi le résultat d'enquêtes que j'ai pu mener auprès du monde agricole et auprès des acteurs du collectif mobilisé sur la métropole de Lyon, qui se posaient énormément d'inquiétudes finalement autour des impacts que pourrait avoir d'un point de vue sanitaire et environnemental d'utiliser l'urine humaine stockée comme fertilisant. À titre d'exemple, je peux prendre la parole du vice-président à l'agriculture et à l'alimentation de la métropole de Lyon, qui était sûr que le monde agricole ne devienne pas un nouveau bouc émissaire d'une pollution qu'on découvrirait dans le futur, quoi, en ayant ce type de pratique-là. Donc ça s'inscrit en fait dans un ensemble de pratiques, on va dire, de potentielle contamination issus des modes de vie humains. Donc là, ce schéma, en fait, c'est une adaptation d'un schéma qui date de 2014, qui retrace l'arrivée des résidus de médicaments dans les différents compartiments environnementaux. On voit que la pratique d'utilisation de l'urine comme source de fertilisation agricole, c'est une voie de contamination potentielle par rapport à tout un ensemble de projets
Donc on a mis ça en image, vous retrouverez ce schéma dans la note. Ici, on a également mis en image un peu le discours que donnait Marjolaine tout à l'heure sur l'ensemble des devenirs de ces molécules-là une fois qu'elles arrivent sur un sol agricole, avec un barème d'interrogation sur ces devenirs, soit ça peut être en sol, soit ça peut être lessivé, soit il peut y avoir du ruissellement, soit ça peut être exporté par les plantes qui vont être soumises à la consommation humaine ou animale, voire au fourrage, ou soit des exports potentiels dans l'atmosphère. Donc on a fait également dans la note toute une partie avec, on a essayé de lister les indésirables qui sont potentiellement présents dans les urines humaines et les urinofertilisants, et comment ils peuvent être indésirables pendant l'agriculture. Je passe assez rapidement, mais vous retrouverez une liste qu'on espère être assez exhaustive, avec une caractérisation succincte de ces différentes molécules et indésirables. On s'est posé la question de manière assez ouverte sur comment faire état en fait, de l'impact de ces indésirables-là au champ. Il y a plusieurs techniques, je vais passer assez rapidement parce que ça a été évoqué par les collègues précédemment. Et il y a notamment une évaluation par la concentration de sans effet. Donc ça, avec un facteur de sécurité, en fait, on peut avoir des concentrations de sans effet, donc les pièges là que Marjolaine a rapidement abordé. Sinon, on peut se concentrer aussi sur le cadre réglementaire existant ou à venir, et d'avoir des éléments comparatifs par rapport à ce cadre réglementaire. Donc, en termes de cadre réglementaire, il y en a plusieurs. Il y a notamment le projet de socle commun de matières fertilisantes et fitants de culture qui était en consultation à la fin de l'année 2023 en consultation publique. Alors, j'ai appris juste hier que visiblement il a été revu et qu'il y a eu une promulgation à l'échelle européenne avec des propositions en consultation européenne avec de nouveaux seuils depuis hier. Donc là, on est vraiment sur la consultation et les seuils qui étaient proposés à la fin de l'année 2023. Après, en termes de cadre réglementaire, il peut y avoir également des consultations auprès de l'ANSES pour les autorisations de ce marché ou la nouvelle directive sur les eaux résiduables humaines qui date de l'année dernière. D'un autre côté, on peut faire une évaluation aussi comparative avec des pratiques qui sont déjà communément admises, comme la fertilisation avec les donc ça a également été abordé par Marjolaine tout à l'heure. Certaines pratiques sont notamment aussi autorisées en agriculture biologique. D'ailleurs, on ne voit pas le bas de la caricature. Donc moi, je vais essayer de me concentrer aujourd'hui. Donc ça, c'est tout ce qu'on a retracé dans le cadre de la note, et je vais essayer de me concentrer aujourd'hui sur 3 points. Le premier point qui est le socle commun, ensuite des comparaisons avec l'ICNMH et les prestations d'épuration. Et le dernier qu'on ne voit pas, c'est une comparaison avec des eaux d'irrigation, avec l'irrigation avec des eaux de rivière. Donc au niveau du glissade, il est très équilibré, donc on est dans un contexte très particulier dans lequel il est un colosse. C'est qu'on a un intrant qui est le lysin qui provient de festival et qui a une très belle concentration en azote, qui est à 2,4 litres. Donc ça va engendrer des apports au champ qui sont conséquents. Et l'autre élément, c'est qu'on se base sur une pratique agricole de fertilisation du maïs avec un apport de 168 unités d'azote. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va apporter 168 kg d'azote à l'hectare. Voilà, c'est une fertilisation relativement conséquente avec un fertilisant qui est relativement peu concentré en azote. Donc on en apporte énormément, 70 mètres cubes. C'est pas ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas fertilisé l'hectare en entier, on a juste fait une parcelle test à un moment donné. Mais si on avait voulu fertiliser l'ensemble d'un hectare, il aurait fallu apporter 70 mètres cubes, donc c'est quelque chose qui est quasiment très inenvisageable parce qu'il faudrait faire énormément d'allers-retours pour pouvoir apporter cette quantité-là.
Donc, il faut vraiment avoir ça en tête sur les résultats que je vais présenter ensuite, parce que les résultats sont tous construits sur la base d'une fertilisation telle que celle-ci. Donc, par rapport au projet de socle commun, quand on regarde les aspects microbiologiques du design qui a été apporté, il n'y a pas spécialement de questions. Le design est hygiénisé par stockage. Quand on va regarder les synerges, de la même manière, sur les échantillons, la question de phosphore, parce qu'on est sur du design dans lequel il n'y aura pas de ce type d'indésirable. Et sur ce qui va être des éléments de traces métalliques, vous allez retrouver un tableau qui va comparer les apports qu'on va avoir ramenés à la fertilisation dont je parlais tout à l'heure par rapport à ce qui est autorisé toujours dans ce projet de socle commun. Et de la même manière, c'est quelque chose qui est déjà assez documenté dans la littérature, les éléments de traces métalliques sont assez peu présents dans les urines humaines, mais il n'y a pas trop de raison qu'on en retrouve dans les urines. On a fait une comparaison avec de ce qu'on a apporté dans le cadre de ce projet-là par rapport à ce qu'on va retrouver dans les bouts de station d'épuration et les visiers animaux. Donc là, les deux publications qui sont mentionnées, la Paturo 2013 et BLV 2014, c'est le même référentiel que celui qui est évoqué par Jeanine tout à l'heure sur le projet notamment cyclique. Donc, ce qu'on peut constater là, c'est que déjà sur les molécules qu'on a pu retrouver dans le design du projet Colosse, on en a retrouvé 33. Donc, selon la méthode du DSU telle que l'a présenté Julien tout à l'heure, on en a retrouvé 33 et on a un raisonnement qui va être plutôt en masse. Et sur des molécules qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans des effluents d'élevage, notamment. Donc là, on voit que les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes, les molécules sont assez différentes et que la comparaison est quand même relativement difficile à réaliser. C'est assez difficile d'apporter une conclusion nette et précise quand on a finalement pas tout à fait les mêmes molécules, malgré le fait que sur certaines molécules, on ait des ordres de grandeur similaires. Du coup, on a poursuivi nos comparaisons et ici, on a fait des comparaisons avec les phytosanitaires qui sont employés en agriculture. Donc, toujours par un raisonnement en masse avec le contexte de fertilisation très conscient qu'on avait tout à l'heure avec les molécules à l'hectare. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est notamment sur les quantités de pesticides apportés aux champs lors de traitements dédiés. On va être sur des ordres de grandeur qui sont de l'ordre du kilogramme de molécules apportées. Et sur les quantités de résidus de médicaments apportés au champ avec du lysine, si on prend la ligne intermédiaire de cette partie du tableau qui ça correspond à la somme de toutes les molécules qu'on a retrouvées dans le lysine colosse. Et quand on va sommer toutes les molécules qu'on a retrouvées, on va être de l'ordre du demi-kilo à l'hectare. Et toujours dans ce contexte, on va apporter 70 molécules à l'hectare. Donc cette lecture confirme qu'on va retrouver des molécules quasiment dans tous les compartiments environnementaux, des molécules plutôt indésirables, y compris dans les corps humains. Et finalement, fertiliser avec ce type de lysine assez peu concentré en azote à l'hectare, on va apporter en masse 10 à 50 fois moins de molécules que dans le cadre d'un traitement phytosanitaire. Et si on regarde uniquement la molécule qui est le glyphosate, entre 40 et 2 kg, entre 40 grammes et 2 kg à l'hectare, on va plutôt être de l'ordre de 500 à 28 fois moins par rapport à cette molécule qu'on retrouve également dans les urines. Dans les urines et du coup dans le lysine. Ce dernier tableau là, il permet d'avoir une comparaison avec une irrigation avec des eaux superficielles, des eaux de surface de la rivière. Pour faire cette comparaison, on s'est basé sur une étude de données de mesure à l'échelle européenne sur différentes rivières européennes. Donc là, j'ai mobilisé le médiane et le maximum en poids de molécules retrouvées dans ces rivières-là
pour pouvoir le comparer au LISA et le comparer par rapport à ce qu'il a apporté au champ. Toujours quand on apporte les 70 mètres cubes de LISA, donc ça c'est la colonne de colosse que vous avez à droite, et quand on procède à une irrigation pour arroser les champs, donc la moyenne française d'irrigation, c'est 1900 mètres cubes à l'hectare. Donc on a des ordres de grandeur, on voit en somme de molécules qui est à peu près similaire. Donc sur une pratique qui est admise en agriculture biologique, on va avec une fertilisation au LISA qui est dans un contexte quand même très défavorable, qui est celui de colosse, apporter la même quantité de molécules en poids qu'une pratique d'irrigation avec des outils en place, dans des ordres de grandeur très similaires. Que retenir de ces éléments-là? Donc on voit que j'ai un peu les mêmes conclusions que sur un cas particulier que ce que disait Marjolaine tout à l'heure, c'est qu'il y a des indésirables qui sont sensibles à une contamination violente. Le procédé qui est de production du LISA, qui est le simple stockage en cuve étanche fermée, c'est l'impact finalement sur ces molécules qui sont passées dans le pays. Même si ça méritait en fait d'être mieux détaillé, d'avoir plus de connaissances sur les impacts effectifs. Et quand on procède à des comparaisons avec, dans un contexte opérationnel qui est plutôt défavorable, avec d'autres pratiques communément admises, on respecte aujourd'hui le seuil réglementaire du projet de socle commun de sa date de 2023. Et c'est assez difficile de conclure quand on fait une comparaison avec les stations d'épuration et les effluents de ménage. En tout cas, les logiciels de port qui étaient le référentiel, comme je le dis ici. Et pour les comparaisons avec les phytosanitaires, on porte de 10 à 100 fois moins en masse de molécules. Et quand on compare avec les eaux de surface en irrigation, on est sur le même ordre de grandeur. Donc il n'y a pas de risque zéro quand on a ce genre de pratique, mais en fait les arbitrages à voir entre mobiliser des nutriments en soutenance du lui-même dans une démarche de mise en circularité de ces nutriments-là, et comment on fait on combine avec la présence plus ou moins importante d'indésirables dans ces fertilisants-là. Moi, je fais le choix aujourd'hui de ne pas parler d'autres fertilisants dans lesquels on peut retrouver d'autres indésirables, comme le cadmium, utiliser le phosphore, par exemple. Et du coup, voilà, en termes de conclusion générale, c'est plutôt peu probable que les indésirables apportés par le LISA engendrent un risque significativement plus élevé que les autres pratiques associées à des autres produits. Merci. Merci, on va pouvoir passer à la partie de choix de réponse. Moi, j'avais une question toute bête, mais j'en profite de la poser maintenant. De la chose, j'en suis là. C'était, est-ce que, avec une concentration si faible d'azote, c'est considéré comme une matière fertilisante? Parce que je crois qu'il y a des, pour être considéré comme fertilisant, il faut une concentration minimale. Qui ne veulent pas considérer. On a aussi fait référence à la norme 42.001, quelque chose comme ça, sur les engrais. Effectivement, les applications de LISA et le lui-même n'est pas clairement exprimé dans cette norme-là. Et j'ai plus en tête le taux minimal d'azote pour être dans les engrais, mais en tout cas, pour les engrais minéraux, je pense qu'il est assez élevé. Et sur les engrais organo-minéraux aussi, il y a une potentielle porte d'ouverture dans les engrais organiques. Et ça demanderait à ce que la norme soit modifiée. Il y a les discussions qu'il y a pu avoir de mémoire avec le BN Fertile, donc qui est le bureau de normalisation spécialisé sur les questions d'engrais et de fertilisation. Ça serait peut-être plus simple en fait, de créer une norme ad hoc plutôt que d'essayer de rentrer dans des normes existantes par rapport à ce que par de nouveaux fertilisants. D'accord, merci Nicolas Léjean. Merci.
pour cette présentation super intéressante. J'avais deux questions que je vais poser en même temps. La première, plutôt sur la première intervention, vous avez montré le côté dissipation dans les sols, c'est-à-dire la différence entre l'appart et son trouve effectivement dans le sol et juste après. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une universitaire, c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle? Dans le sens où, est-ce que la différence, c'est-à-dire qu'elle est partie dans l'environnement sans trop qu'on sache tout, ou est-ce que c'est plutôt qu'elle est dégradée par le sol et donc ça rentre quand même dans un processus de recyclage? On peut imaginer plutôt un peu par où on est un peu l'état des connaissances sur ce phénomène. Et deuxième chose sur l'intervention de Florin, quand tu compares ces différents cas, ces différentes référentiels avec la somme de composés en additionnant les molécules, bon, j'imagine bien qu'aujourd'hui c'est compliqué, tu l'as montré, il y a des composés qui sont de nature différente, c'est assez difficile à une question assez difficile. Mais je vais me demander selon toi, est-ce que c'est une métrique qui a du sens finalement de sauver la quantité de composés qu'on retrouve et de comparer d'un truc à l'autre? Est-ce que c'est, on fait ça en attendant d'avoir mieux? Est-ce que c'est amené à évoluer comme manière de comparer? Ou est-ce que ça fait quand même sens en l'état actuel? C'est une bonne ou une mauvaise idée, je ne sais pas. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaye. En fait, on a beaucoup fait d'études au cas par cas parce que les composés se comportent quand même assez différemment. Et on se pose la question surtout, la dégradation, c'est bien, mais ça peut entraîner des composés qui sont plus toxiques. Donc c'est bien, ça va jusqu'à la minéralisation, mais la minéralisation, parce qu'obtenir un CO2, c'est un très faible pourcentage généralement de ce qui est apporté au début. Voilà. Donc, il y a ces questions-là auxquelles on n'a pas répondu. Et il y a j'ai perdu mon autre idée, du coup. Il y a le fait qu'on a fait des études dans la labo plutôt sur des composés qu'on a chaque fois isolés, sur les cocktails, mais on essaye maintenant d'aller, j'ai des collègues dans la labo qui vont aussi faire la modélisation, plutôt essayer de regrouper les composés selon leur comportement, leur structure chimique et plein de choses qui les caractérisent, les atomes gaz, etc., pour ensuite essayer de regarder selon quelques composés qui représenteraient des familles. Mais là, il y a une autre question, qui est la question de dégradation, de problème toxique, de produits de dégradation qui peut être plus toxique que le composé parent. Et puis, il y a la question qu'on se pose sur la remobilisation de quand on a une zone extractive très fortement liée, on se pose des questions sur, par exemple, le dérèglement climatique, le changement de température, de pluviométrie, les asséchements, et la réélectation du sol, qui change la structure du sol, qui change la serre du organisme pour la matière organique et les composés qui sont dessus, est-ce qu'il peut y avoir une remobilisation? En fait, on se pose sur une nouvelle question. Voilà, donc je ne peux pas répondre. Compléter aussi sans aller jusqu'à la toxicité, la questionnement au niveau purement chimique, c'est aussi que des analyses vont citer, réaliser toutes ces empreintes, c'est de voir si on a des pesticides, tout ça, mais qu'est-ce qu'on a pas tropique, qui a pas raison. Donc, aller jusqu'à la identification. Je peux essayer de voir statistiquement, si on arrive à apparaître, on peut le rassurance. C'est un des éléments. Par rapport à ces aussi. Une question? Oui, pardon, la deuxième. Je suis pas réussi à échapper à la question. Je dirais que comme je suis pas écotoxicologue, moi je trouve un certain sens. Peut-être qu'un écotoxicologue ne trouvera pas de sens à ce genre de comparaison. Pour la comparaison avec. En fait, on essayait de répondre à une question qui était celle de mettre en regard, en perspective et avec une prise de recul, une pratique avec des pratiques communément admises, et d'essayer de voir quelles étaient les données disponibles par rapport aux pratiques communément admises qu'on pouvait mobiliser pour générer des éléments de comparaison avec ce qu'on savait de la façon de circuler dans les études. Je pense que sur la partie où on compare avec les phytosanitaires,
peut-être même avec l'autre partie. En fait, aujourd'hui, on est il y a un environnement où il y a tellement de molécules que si je reprends les mots des écotoxicologues, c'est plus vraiment la dose qui fait le poison, mais il y a les effets cocktails qui rentrent en compte, et on trouve avec les concentrations assez faibles, et du coup des masses assez faibles de molécules, les effets qui sont décuplés quand plusieurs molécules sont présentes en même temps dans un même milieu. Je pense que là où il y a du sens, c'est notamment quand on regarde que ces molécules elles sont présentes dans les contours, et en masse, même si c'est pas tout à fait les mêmes molécules, et qu'il y a des molécules qui sont présentes en masse, en même proportion, rapportées au temps dans l'histoire humaine, ça donne quand même une grille de lecture qui participe, pour moi, à dédramatiser en fait certaines pratiques. Oui, bonjour. J'ai une question de l'œuvre humaine. Alors, j'ai aussi deux questions. Il me semble que la première, vous avez en fait un peu répondu, c'est sur la différence entre l'ISA, l'ORIN, donc la partie procédé pour aller jusqu'à l'ORIN. Vous n'avez pas encore qualifié les différents procédés. Je ne sais pas, parce qu'il y avait encore des choses à venir sur qu'est-ce qu'on transforme entre le LISA, qui est juste un simple stockage, et le RIN qui a suivi différents procédés, charbon actif ou autres. Est-ce que là-dessus, il y a des choses déjà faites ou des choses prévues? Je poserai la deuxième question après. Peut-être répondre à la première. Il y a des articles sur l'aura et sur la dissipation des composés. Voilà, Vuna, ils n'avaient pas autant de composés que sur la recherche-là, et il me semble que c'était moins sur une dizaine de composés de médicaments, et la maintenant est clairement démontrée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a d'autres procédés, je vais parler de fermentation, il y a Granulin, enfin, en fait, il y a différents fertilisants et des développements de différents fertilisants pour lesquels on n'a pas forcément ces données. Mais sur le rein, il y a quand même des choses. Et la deuxième question concerne l'éventuellement la présence éventuelle de FSS, parce que dans un même cuvette, alors pour la petite histoire, je développé une cuvette dans laquelle il y a un petit rinçage, de séparation, mais on peut avoir des traces de FSS qui partent avec l'urine. Donc, est-ce que dans les composés, vous avez regardé aussi les pathogènes, enfin, les choses qu'il peut y avoir, parce que certains modèles de toilettes ne font pas de séparation franche entre l'urine et les matières fécales et les traces. Parce que ça, c'est des composés qui peuvent apparaître, ou des pathogènes, des Escherichia coli ou autres. Alors, dans le projet de biochimie, on a une collègue qui s'appelle Sylvie, du laboratoire de biologie microbienne de Lyon, CNRS, qui avait recherché des gènes d'antiluminescence. Pas vraiment la question, mais c'est pour dire là, et elle avait, il me semble, une recherche de pathogènes, mais j'arrive pas à me rappeler si c'est dans ce projet-là, parce qu'on collabore beaucoup ensemble, ou si c'est dans le cadre de recyclage de produits résiduaires organiques. Mais en tout cas, là, ça sort du champ de mes compétences et de ce que l'on recherche. Et après, toi, tu as montré justement qu'il n'y avait pas d'économie. Le LISA, le stockage, en fait, c'est le procédé de traitement de LISA qui vise à hygiéniser, donc à traiter la microbiologie et les germes pathogènes présents dans l'urine. Je n'ai pas d'études précises sur les contaminations croisées, on sait que ça existe, les préconisations qui sont les bases de ce procédé de traitement diagnostique par stockage émanent de l'OMS. En fait, il y a l'OMS, ils ont élaboré la recommandation de 2012, ils sont basés sur une logique multivariate qui est une combinaison des facteurs de température et de la durée d'exposition pour cette histoire de durée de stockage en fonction des cultures sur lesquelles l'urine stockée est utilisée. Et du coup, la température varie et la durée de stockage varie aussi en fonction des cultures utilisées et des barrières qui peuvent être portées aussi dans les sanitaires au champ par la suite.
Non, Michel Lafort, c'est ce qui. En fait, je suis un petit peu gêné par la comparaison avec les écrans d'HD2, puisque dans un cas, on a un solide, dans l'autre cas, on a un liquide. Quand on regarde en fait, les analyses de médicaments, par exemple, sur les stations d'épuration dans la phase liquide, dans la phase, on n'a pas les mêmes molécules, puisqu'il y a des molécules aussi hydrophones. Et donc, j'aurais été tenté de dire, ce qui aurait été intéressant, c'est de regarder ce que vous avez dans votre produit par rapport à ce qui sort de station d'épuration dans la phase liquide, c'est-à-dire dans la partie libre. Ou ce qui est réutilisé quand on fait de la réutilisation improvisée pour faire des irrigations, ça c'est pas intéressant. Ouais, exactement. On a pas fait. Et merci. Comme on a des terrains expérimentaux où on épand des postes de voilà, ça permettait aussi d'avoir la comparaison avec le sol derrière. Voilà. Mais oui, oui, vous n'avez pas les mêmes molécules. Du coup, on voit bien dans ce que vous présentez là, en fait, c'est que les molécules que vous trouvez d'un côté, ce sont des molécules hydrophones. Oui, il y a des hydrophones qui s'absorbent très fortement la matière organique et la matière. Enfin, oui, c'est d'accord. Et c'est parce qu'après, comme on a ces terrains et cette suivi longue durée, je partage